Peut-on préparer les étudiants à tous les types de docimologie dans un amphi? C'est un peu introductif et théorique, puisque forcément, on ne l'a pas encore fait, puisqu'on est sur la préparation ancienne formule avec les QRM classiques. Mais la question va rapidement se poser. Donc, c'est une présentation d'une enseignante de terrain. Je n'ai pas de thèse en pédagogie, mais qui va introduire en fait la suite, qui est le retour d'expérience sur plusieurs universités. Alors, la docimologie, c'est la science en fait, qui étudie les différents moyens de contrôle des connaissances, donc qui ont un intérêt à la fois certificatif pour les examens et discriminatif en ce qui nous concerne pour les ECN. Mais l'autre intérêt de la docimologie, c'est qu'en fait, c'est ça qui va conduire et définir finalement les modalités d'entraînement et d'apprentissage des étudiants. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que finalement, la docimologie est l'allié des enseignants, parce que si nous, on dit à nos étudiants, venez, on va vous former à être des bons médecins, ce qui est notre objectif. Hein. Nous, notre objectif, ce n'est pas que nos étudiants soient bien classés aux ECN, c'est de former des bons médecins. Si on leur dit, venez, on va vous faire un cours, ou on va faire une séance, en tout cas, avec vous pour vous apprendre et vous former à être des bons médecins, ça donne à peu près ça. C'est des images qui sont non truquées. Hein. Alors que si on leur dit, venez, on va vous préparer correctement, enfin, au mieux possible aux ECN, ça donne ça. Voilà, c'est le même amphi. Donc, l'idée, c'est de se servir finalement de ces conférences de préparation. Alors, le thème de conférence est complètement désuet parce que ça doit être tout sauf une conférence. Il faut en faire un moment interactif. De faire de ces moments-là où on va les préparer à la docimologie qui les intéresse finalement, puisque eux, ce qu'ils veulent souvent, leur objectif, c'est d'être bien classés ou bien matchés aux ECN. Pour les former à être des bons médecins. Donc la docimologie est clairement notre allié. Alors je parle d'un amphi de façon générale parce que toutes ces modalités finalement peuvent extrêmement bien s'appliquer dans des amphis virtuels. On l'a fait au printemps dernier et donc le terme amphi est pris dans un sens présentiel ou distanciel à mon avis sans grand intérêt. Alors, pour bien préparer les étudiants, donc, il faut un moment d'échange avec les enseignants. Hein, c'est ça qu'on va essayer de leur donner. Et donc, est-ce que la classe inversée est la solution? Donc là, encore une fois, je n'ai pas de thèse en pédagogie, hein, mais il y a une littérature qui est quand même vraiment abondante là-dessus, pour dire que ce moment, finalement, qui est les conférences de préparation sont le paradigme d'une classe inversée. Hein. Les étudiants viennent, ils ont travaillé, ils connaissent leurs cours. Et on va faire ensemble un moment d'échange où on va essayer de leur expliquer finalement le raisonnement médical et de leur faire un retour sur l'épreuve sur laquelle ils ont travaillé. Alors, est-ce qu'on peut préparer les étudiants au QCM dans un amphi? Donc ça, c'est un début de retour d'expérience qu'on a fait depuis un moment. En réalité, est-ce que c'est utile qu'il y ait un enseignant dans l'amphi pour les former à répondre au QRM? Et ben, c'est exactement ce que Damien disait. En fait, ça dépend du type de QRM. Si vous avez une QRM qui est d'un niveau de taxonomie Bloom qui est faible, type de questions comme ce que Damien a montré, hein, c'est-à-dire des questions de connaissances, probablement, il n'y a absolument pas besoin qu'il y ait l'enseignant dans l'amphi. Il suffit que l'étudiant ouvre son livre, finalement, et il aura la réponse à la question. Donc, l'idée, si on veut correctement les former et que ce moment de classe inversée soit utile, c'est vraiment de poser des questions dans les épreuves qui sont des questions, je ne reviens pas dessus parce que Damien l'a bien détaillé, hein, qui sont des questions qui vont aller interroger finalement le raisonnement dans un contexte donné. Et donc là, l'enseignant va apporter une vraie valeur ajoutée pour expliquer en quoi la réponse peut être exacte ou fausse. Donc oui, ils vont avoir besoin des enseignants pour bien s'entraîner, donc les conférences sont importantes, surtout s'il s'agit de QRM à contexte riche, s'il s'agit de QRM, comme disait Damien, de type single base answer, c'est-à-dire une proposition qui va être plus pertinente par rapport aux autres. Et s'il s'agit évidemment de QRM sur des problèmes clés, hein, dont on sait que généralement, ils ont du mal à comprendre l'enjeu, l'intérêt de la capillaroscopie dans le réno, par exemple, mais chacun a ses problématiques. Hein, bien sûr, les écueils, c'est pas tellement intéressant finalement hein, de discuter sur des questions de cours, il suffit de regarder dans le référentiel. Et puis, il y a aussi un autre écueil hein, qui sont, pour tous ceux qui ont fait des conférences, ce sont des négociations par les étudiants sur la validité ou non d'une réponse. Oui, mais est-ce que vraiment pas? Donc ça, parfois, on peut passer 10 minutes là-dessus. Donc ça, c'est des choses qu'il faut essayer d'écourter parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt pédagogique. Et
Et on va pousser ce paradigme-là jusqu'à savoir si on peut corriger des TCS dans un instant. Vous allez voir, à mon avis, ça va être compliqué. Alors, il faut absolument se servir des statistiques de réponse. Hein, ça, c'est un élément qui est très important pour les enseignants, comme l'a dit Nanou. Donc, il faut, si possible, une fois que les étudiants se sont entraînés sur l'épreuve, pouvoir consulter les statistiques, des réponses, des questions qui sont très bien répondues, on peut passer vite sur la correction, et puis des questions qui sont moins bien répondues, à condition qu'elles soient docimologiquement correctes, parce que ça peut être aussi une erreur de formulation ou une question mal posée. Il va falloir un petit peu plus expliquer, donc on peut gérer son temps et s'améliorer, disons, modifier la correction en fonction des statistiques. Alors, pourquoi ce type d'enseignement en classe inversée comme ça, de préparation sociale, sont extrêmement finalement formatifs pour les étudiants? Les étudiants ont été mis en condition de test. Alors, c'est valable si ce sont des conférences, c'est valable si ce sont d'ailleurs des épreuves. Alors, je ne sais pas si vous corrigez les examens dans vos facs, hein, mais faire une correction derrière un examen, ça a une valeur formative qui est absolument majeure, mais ça devrait être, je ne vais pas dire obligatoire, mais ça devrait être vraiment largement recommandé. Donc, pour la préparation de scène, l'étudiant a été mis soit en phase de test, il a fait sa conférence chez lui ou dans la salle informatique, ou c'était une épreuve blanche, par exemple, d'entraînement, comme on les organise, et donc on va le corriger derrière. Et donc, ça, c'est une situation dans laquelle l'étudiant va avoir une propension à une rétention d'informations très, très importante, et donc il va vraiment enregistrer ses erreurs et mieux comprendre. Et puis donc l'enseignant va apporter cette interactivité en insistant sur les points difficiles. Il peut aussi utiliser, il y a des techniques hein, pour essayer d'améliorer la rétention d'informations, utiliser des exemples par exemple, raconter voilà, certaines histoires, des anecdotes qui peuvent améliorer aussi la rétention d'informations sans trop en abuser. Alors ensuite, donc là, les QRM, c'était assez classique, on a déjà fait, on a de l'expérience, on a les statistiques. Donc, voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans le dur parce que est-ce que les autres modalités docimologiques, on va pouvoir préparer nos étudiants à cela dans un amphi? Alors, j'avance doucement. Quelque chose qui est probablement assez proche du QRM, ce sont les questions zones. Donc, il faut savoir que les étudiants, en fait, quand ils, en tout cas sur l'interface CIDES-TIA actuelle, quand ils répondent à la question, donc ils ont, comme Damien a montré un exemple, des petites étiquettes et ils vont, avec la souris, les déplacer pour les mettre où ils souhaitent, sur une zone de texte, sur une imagerie de scanner, mais ça peut être aussi sur un patient où on montre où on va poser le stéthoscope. Enfin, ça peut être vraiment des choses très pratiques. Donc, c'est très intéressant. Donc, l'étudiant, il va avoir ça. Et derrière, il va avoir, en fait, la correction va se présenter comme ça. Donc, l'étudiant va voir là où il a mis sa flèche et va voir où l'enseignant attendait la réponse. Donc, il va avoir un rétrocontrôle qui est assez immédiat. Alors, cela dit, c'est quand même intéressant d'avoir l'enseignant dans l'amphi parce que il va pouvoir, encore une fois, comme l'étudiant a été mis en situation de test, il va pouvoir insister sur les points importants, réexpliquer. Hein, donc, la présence de l'enseignant est quand même importante. Alors là, on va rentrer dans le dur parce que ça n'a pas été abordé tout à l'heure, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait l'expérience, mais de savoir si on peut corriger des TCS devant des étudiants, c'est-à-dire leur montrer les réponses et leur faire un débriefing, une rétroaction qui soit intéressante pour eux. Alors, moi, j'ai trouvé la solution à ça. C'est que, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait les 15 membres du panel qui soient dans l'amphi pour expliquer leur raisonnement. Voilà. Alors, si malheureusement, vous ne pouvez pas obtenir ça, vous êtes tout seul. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est leur montrer finalement les réponses. Alors, bien sûr, vous allez en profiter pour, à partir de la question, faire du rappel de cours, contextualiser, etc. Tout ça, comme vous le faites sur les QRM, vous pouvez le faire sur les TCS. Alors, si vous avez de la chance, vous avez un TCS qui se présente comme ça, où finalement les experts étaient quand même plus ou moins tous d'accord, et donc ça ne va pas poser trop de difficultés. Mais dans certaines situations, ça peut être plus compliqué. Et alors, il y a un nouveau... Alors, moi, j'ai découvert ça. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Si vous avez un TCS comme ça peut être valable pour ceux où il y a plutôt une ou deux réponses modèles. Alors ça, vous pouvez me dire que c'est un TCS qui est mal fait. Bon. Parce que les réponses des experts sont sur 4 niveaux de l'échelle de Likert.
Mais si vous devez justifier comme ça, en fait, il y a quelque chose qui ne s'appelle pas le test de concordance de script, mais qui s'appelle le test de concordance de raisonnement. Alors, ça, c'est pas encore, l'option n'est pas activée sur CIDES, mais c'est assez intéressant, en fait, quand l'expert répond à la question, en fait, il y a une petite case à côté où il doit justifier pourquoi il a répondu comme ça à la question. Voilà. Et donc, de faire ce retour, finalement, du raisonnement des enseignants, c'est probablement intéressant pour les étudiants. Alors, le dernier point, c'est est-ce qu'on peut entraîner nos étudiants aux écos dans un amphi? Alors, ça fait aussi un petit peu écho à ce que disait M. Wozniewski tout à l'heure, puisque tout ça est extrêmement chronophage. Et donc, entraîner les étudiants à des écos par petits groupes dans des circuits de 10 stations, ça va être très compliqué. Et donc, si on arrive à le faire dans un amphi, ça sera probablement intéressant parce que vous avez un enseignant ou quelques enseignants pour 400 étudiants. Alors, en réalité, je pense que ça peut tout à fait se faire parce que, pour différentes raisons, je vais vous exposer, mais aussi pour une raison qui est que finalement, alors ça c'est un papier que j'ai lu récemment, qui a étudié ou regardé finalement comment les enseignants qui évaluent les écos, parfois ils étaient influencés quand ils mettent les notes sur les petites grilles en fait. Et donc ils sont évidemment influencés par la grille de relecture, mais un des éléments les plus marquants, c'est qu'ils vont prendre en compte la sécurité du patient. Et donc ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait retranscrire dans un amphi, parce que devant la vignette clinique de l'ECOS, vous allez pouvoir faire le retour aux étudiants de vraiment ce qui va tuer le malade. Et c'est le retour de ce que nous, on a appris quand on faisait des dossiers rédactionnels, finalement, qui étaient les paniers zéro. Et ce que les étudiants ne savent plus vraiment faire parce qu'ils n'ont plus l'habitude finalement d'écrire les réponses, mais juste ils ont l'habitude de les sélectionner. Donc, comment on peut faire? Soit on fait travailler les étudiants finalement à l'avance, on leur fait ce qu'ils appellent les questions à réponse ouverte et longue, parce qu'il faut quand même détailler un tout petit peu sur CIDES. Donc, quand ils font leur entraînement de conférence, vous leur mettez un ou deux énoncés des causes comme ça, ils bossent et puis vous leur corrigez en amphi. Vous faites un débriefing en amphi. Soit vous pouvez aussi, parce qu'il y a le côté immédiat qui est assez intéressant, projeter l'énoncé. Vous attendez 2-3 minutes, ils doivent tout de suite cracher, parce que c'est un peu ça, les causes aussi, il y a le côté immédiat. Ils doivent tout de suite cracher les quelques éléments qui sont importants quand ils vont rentrer dans la pièce, qu'il ne faut pas qu'ils oublient. Et puis derrière, vous interrogez un étudiant ou vous leur faites un débriefing général. L'idéal est même qu'on interroge un petit groupe d'étudiants qui vont pouvoir se corriger. Bon, évidemment, il ne faut pas que ça ralentisse la conférence non plus, il faut rester dynamique. Et puis, évidemment, ce que vous ne pouvez pas faire en amphi, hein, donc ça c'est vraiment une des choses, c'est que vous ne pouvez pas faire de supervision directe sur l'étudiant comme on le fait réellement en ECOS. Mais c'est quand même un ersatz d'ECOS qui est tout à fait intéressant. Donc, si on regarde les types d'ECOS qui sont possibles, en fait, vous allez voir qu'il y en a plein qu'on peut faire en amphi ou sur CIDES débriefé. Les items d'interrogatoire, un patient vient avec une douleur épigastrique depuis 12 heures, faites l'interrogatoire. Donc ça, il va avoir 7-8 minutes dans la station. Bon, bah, il peut tout à fait l'écrire. Et puis, vous faites le débriefing derrière en n'oubliant pas ce qui va tuer le malade et ce qu'il ne faut pas avoir oublié. L'examen de patient, ça, c'est vraiment les causes qui va être plus difficile parce qu'on n'a pas le moyen de faire ça sur les 400 étudiants. Le diagnostic clinique sur une iconographie, ça s'y prête tout à fait. Prescription d'un examen complémentaire, rédaction d'une ordonnance, ça, ils peuvent tout à fait le faire sur leur feuille ou sur leur ordinateur. Donc, tout ça est largement possible. Et puis, bien sûr, l'examen ou les gestes, c'est plus difficile, mais vous voyez qu'on peut quand même largement les former aux ECOS. Voilà, et puis on peut tout à fait les former parce que quand même sur les grilles, on voit que plus on lit de grilles d'ECOS, plus on voit quand même qu'il y a des techniques. Hein, je pense que le fait de former comme ça en groupe large les étudiants, ça a un apport important pour ne pas oublier des choses importantes. Quand on explique à un patient, toujours reprendre quelques mots sur la maladie, lui expliquer le risque de récidive, le sevrage du tabac, tout ça, c'est des choses qui doivent maintenant devenir sous bulbaire. Voilà. Donc, finalement, on revient un petit peu comme dans les dossiers rédactionnels, hein, les vraiment paniers zéro que nous, on avait vécu. C'est-à-dire, si on oubliait ça, on avait zéro à la question. Donc, ça va falloir les rééduquer à ça parce que les QRM avaient vraiment
ça avait disparu hein, finalement avec cette modalité docimologique, tous les réflexes et puis évidemment les modalités à défi. Voilà. Donc, bon, je n'ai pas fait d'ensemble non plus de la docimologie, mais quand même un panel assez large. Donc, je pense que vraiment, on va pouvoir continuer à former des étudiants à la fois aux EDN, mais aussi aux ECOS dans les amphis. Il faut toujours, vraiment, je pense que ça, c'est un point très important, c'est que c'est vraiment un moyen de les former à être des bons médecins. Hein, donc, il faut vraiment se saisir de ça pour qu'ils s'occupent correctement des patients plus tard. Et puis, bon, je suis assez sensible quand même à l'économie des enseignants, hein, parce que le contexte est dur actuellement. Et donc, je trouve que cette modalité de préparation reste tout à fait intéressante. Et donc, je réponds oui à la question qui était posée.